Le 6 février 1912, à 8 heures du matin, le tailleur autrichien Reichelt se prépare à expérimenter, du haut du premier étage de la Tour Eiffel, son dispositif d'homme volant. À 8h05, il se jette dans le vide. Il fait un trou de 14 cm dans le sol. À lui, aux milliers d'autres qui sont morts en rêvant de voler, nous dédions cette scène. De tout temps, la première idée sera toujours imiter l'oiseau. Que d'efforts pathétiques, que d'inventions plus baroques les unes que les autres. Que d'inventeurs fous ou moins fous. L'histoire a oublié leur nom. 97 secondes, en tout. Pendant les 5 années qui vont suivre, les Wright s'efforcent inlassablement d'améliorer leur machine. Et finalement, ils mettent au point le Flyer 3, beaucoup plus manœuvrable et sûr. Mais l'Amérique ne s'est guère intéressée à eux. Alors ils se tournent vers le pays où ils sont le plus célèbres, la France. En 1908, au camp d'Auvour, près du Mans, Wilbur fait une série de démonstrations du Flyer 3. Les Français, passionnés, peuvent enfin assister aux moindres détails des opérations. L'arrivée de la machine, l'installation du rail, l'installation de l'avion en équilibre sur son chariot et la mise en place de ce que les Wright considéraient comme un progrès, le contrepoids de la catapulte qui permettait au Flyer 3 de décoller. Et Wilbur Wright va réaliser une grande première, le premier vol à plus de 100 mètres d'altitude. L'année suivante, le roi Victor Emmanuel d'Italie vient en personne assister près de Rome à une démonstration de Wilbur Wright. Une nouvelle grande première. La montée à bord de l'avion, comme passager, un caméraman d'actualité cinématographique. Un document rarissime, les premières prises de vue aériennes. Quel cadrage! On voit au premier plan les commandes de profondeur. Et plus loin, la Terre, vue du ciel. Et c'est alors que les Wright apprennent avec tristesse la mort d'un très grand pionnier de l'aviation, leur ami, le capitaine Ferdinand Ferber. Ferber, on ne dira jamais assez ce qu'il a apporté à l'aviation, lui aussi. Il était comme les Wright, un disciple de Lilienthal et de Chanute. Mais surtout, ce polytechnicien avait apporté une rigueur scientifique, un sens de la recherche qui avait marqué les débuts de l'aviation en France. Depuis 1901, il volait à bord de planeurs de plus en plus perfectionnés. En 1905, il avait réalisé le premier décollage en Europe d'un aéroplane à moteur. Il est mort trop tôt, et sa gloire a été éclipsée par celle d'un personnage étonnant, un millionnaire brésilien vivant en France, Alberto Santos Dumont, le fils du roi du café. Ses exploits de constructeur et de pilote de dirigeables lui avaient valu dès 1901 une popularité incroyable. 90. Et lui, il est le bon là-dedans. Le 23 octobre 1906, Santos parvient à faire un bond. Le 12 novembre, il établit les 3 premiers records du monde homologués. Distance 220 mètres, durée 21 secondes, vitesse 41 km/h. Mais l'avion est épouvantablement instable. Ce n'est pas la bonne solution. Voilà ce qu'on faisait encore à l'époque. Au Danemark, et le Hammer arrivait à peine à faire décoller son engin. Aussi, l'influence de Santos Dumont se fait rapidement sentir. Voici par exemple l'avion de l'Allemand Hans Grade. Il ressemble étrangement à la demoiselle. Et
Robert Esnault-Pelleterie, qui aura le premier le mérite de simplifier toutes ces commandes, en les réunissant dans un seul levier, le manche à balai, qui manœuvre l'avion vers l'avant, l'arrière et les côtés. Une découverte fondamentale qu'Esnault-Pelleterie installe sur son avion, le REP, un monoplan aux lignes nouvelles. Mais tout le monde n'avance pas dans le même sens. Le décollage vertical tentera aussi les chercheurs. En France, un ingénieur de 28 ans, Louis Breguet, parviendra à faire décoller ce gyroplane, qui tient encore beaucoup plus de la moissonneuse-batteuse que de l'hélicoptère. Un autre jeune pionnier, Henri Fabre, un Marseillais, cherche lui à voler sur l'eau. Il invente l'hydravion en installant des flotteurs sur cette espèce de moustique. Déjà dès 1905, il y avait eu sur la Seine les premiers essais d'un planeur biplan à flotteur, entraîné par un canot à moteur. Son constructeur était un Lyonnais intrépide et inventif que les échecs n'arrêtaient pas. Il s'appelait Gabriel Voisin. Il avait 25 ans et il évoquait, voici quelques années, la vie d'un pionnier de l'époque. Nous avons connu des heures extrêmement difficiles, n'est-ce pas? Et nous avons connu la fin. Si je n'avais pas reçu d'une de mes sœurs qui habitait à la Bresse des colis fréquents dans lesquels je trouvais des victuailles, nous aurions vraiment souffert énormément de la faim. Et j'ai constaté, et mon frère l'avait constaté aussi, que quand on travaille le ventre vide, on travaille mal. Hein. La pensée est difficile, l'action est à peu près impossible, n'est-ce pas? Et je persiste à croire que les grandes œuvres ne sont pas possibles quand on a le ventre vide. Cela ne l'empêche pas de continuer à travailler avec son frère Charles et de réussir un premier vol à Bagatelle le 16 mars 1907. Les frères Voisin trouvent alors un appui financier en fabriquant un appareil pour Henri Farman, un ancien champion cycliste puis coureur automobile. Farman, il a ce regard de pionnier, ce sourire et cette assurance tranquille de tous ces cow-boys d'un nouveau western, la conquête de l'air. Le 13 janvier 1908, Farman, sur l'appareil de Voisin, boucle le premier kilomètre en circuit fermé et gagne les 50 000 francs du prix Archdeacon Deutsch de la Meurthe. Un grand moment dans la vie de Gabriel Voisin. Je crois que nous sommes embrassés tous les deux. À ce moment-là, nous ne supposions pas une minute que nous venions d'accomplir un fait inimaginable. Ils étaient lancés. Voisin construit un avion pour un riche amateur britannique, Lord Brabazon, baron de Sandwich, qui baptise l'avion Bird of Passage, l'oiseau migrateur. Brabazon gagnera le prix du Daily Mail, 1000 livres de l'époque, offerte par le grand journal anglais pour le premier mile en circuit fermé. Les prix deviennent décidément très alléchants. Un coureur automobile connu, Maurice Tabuteau, décide d'acheter lui aussi un avion. Tabuteau. Et il y avait de quoi. Le premier mort de l'aviation avait été le lieutenant Selfridge en 1908 en Amérique. Il y aura 3 morts en 1909, 29 en 1910. Le progrès se paye cher, surtout en aviation. Mais rien ne l'arrête, le progrès, quand le profit s'annonce à l'horizon. Une nouvelle industrie commence à se créer. Ce sont d'abord de petits ateliers avec 3 ou 4 ouvriers à qui on demande surtout de savoir coudre ou menuiser. Des ateliers qu'on voit surgir un peu partout dans le monde, mais surtout en France, dans un milieu déjà attiré par la construction mécanique. Le concurrent le plus sérieux, c'est Latam et son Antoinette. Hubert Latam, 25 ans, le playboy de la belle époque. Il est riche, il est beau, il se lance avec frénésie dans tous les sports violents, la course automobile, la chasse aux grands fauves, l'aviation. Il est puissamment aidé par Léon Levavasseur, un industriel de génie qui a mis au point le premier moteur français vraiment fiable, le moteur Antoinette de 50 chevaux. Antoinette, c'est aussi le nom de l'avion, parce que la fille du financier de l'opération, Gaston Bide, s'appelle Antoinette. Début juillet 1909, Latam est prêt. Une foule de curieux l'accompagne à Sangatte, près de Calais, pour assister à la tentative.
Et la TAM décolle, le 17 juillet 1909, à l'aube. L'Antoinette prend son essor, longe la falaise, part au-dessus de la Manche. 10 minutes plus tard, la TAM et ses espoirs sont dans l'eau. Il sera repêché ce jour-là. La TAM mourra quelques années plus tard, éventrée par un buffle au cours d'une chasse au Congo. Tous les espoirs des Français se reportent sur Louis Blériot, le fabricant de phares d'auto de Neuilly. Des espoirs bien minces, à vrai dire. Bien peu parieraient sur cet ingénieur taciturne de 37 ans. On l'a vu expérimenter à Issy-les-Moulineaux cette libellule en bois et en papier, le Blériot 6, aux ailes en tandem. Il avait réussi à faire un bond de 60 mètres, le 10 août 1907. Le 17 septembre de cette même année, il avait franchi 184 mètres. Et en novembre, il s'écrase. C'est un drôle de champion, sur des béquilles, qui arrive le 21 juillet 1909 à Blériot lorsqu'il sort son monoplan, à 3 heures du matin, ce dimanche 25 juillet 1909. J'avoue, dira Blériot plus tard, que je n'étais nullement disposé à partir. Madame Blériot dira, je n'avais pas dormi de la nuit. J'espérais toujours qu'il ferait trop mauvais temps pour tenter la redoutable traversée. 3h50, tout est prêt. Voici le plan de vol de Blériot, écrit par sa main. Le départ est prévu à 4h35, du lieu dit les Baraques, à 3 km de Calais. En mer, un contre-torpilleur, l'Escopette, attend pour suivre l'avion, le secourir en cas de besoin. Et ce sera la traversée. Blériot appréhende cette partie du vol au-dessus de l'eau. Après, la côte anglaise. Il essaiera avec ses 25 chevaux de franchir les falaises de Douvres. Blériot, il faut décoller exactement à ce moment-là. C'est une des conditions imposées par le Daily Mail. Et Blériot s'en va. Il faut, à 4h25, les marins de vigie sur la falaise ont fait signe à l'Escopette de partir. À bord du contre-torpilleur, Madame Blériot suit à la jumelle l'avion de son mari. La frayeur me prend, dit-elle. Je tremble de tous mes membres. Le capitaine a beau donner toute la vapeur, l'avion nous dépasse. Que va-t-il arriver, dit Madame Blériot en pleurant, s'il tombe à la mer? Personne ne sera là pour le secourir. Voici la photo. Je venais d'arriver. J'avais entendu le bruit de l'avion. Il n'y avait qu'une dizaine de personnes, pas plus. Il y a surtout Madame Blériot, qui vient de débarquer à Douvres et qui s'est précipitée. Je le regarde, dit-elle, je le regarde encore. C'est bien lui, c'est bien le même homme, toujours calme. Il ne se rend pas compte de ce qu'il vient de faire, ne se doute pas qu'il vient de passer à la postérité. En homme du Nord, Blériot ne manifeste guère ses sentiments. Il fait télégraphier aussitôt à son père « J'ai réussi à traverser, Louis. » C'est tout. L'avion, le cher avion, est mis sous une tente, au pied du château de Douvres, et confié à la garde des policemen. Ensuite, et malgré que ce soit un dimanche, les Anglais organisent une série de grandes réceptions pour celui qu'ils appellent désormais « The Friendly Invader », l'envahisseur amical. Le Blériot est attendu impatiemment en France. Il y est le lendemain. Et alors c'est la folie. Dans la foule des ministres, M. Barthou, M. Millerand, des personnalités, M. Santos-Dumont. Le préfet, M. Lépine, proclame « Monsieur Blériot, vous êtes le roi de Paris ». Et 200 000 personnes se sont précipitées dans les rues pour acclamer le héros du jour, toujours suivi de Charles Fontaine et de son drapeau. L'avion est transporté en grande pompe au Conservatoire national des arts et métiers. Mais le plus important, c'est le chèque de 25 000 francs que le Daily... Je vais vous montrer quelque chose qui va, je pense, vous intéresser. C'est le brevet de pilote de mon père qui a la caractéristique essentielle de porter le numéro 1. Et voilà, c'est comme ça qu'elle était née, l'aviation.